Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos chers doctorants. Toujours dans le cadre des doctoriales de la valorisation de la recherche organisée par l'AUF et co-organisée par Connectinov, on se retrouve pour la deuxième table ronde, donc la première de la journée, avec des invités qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous sur ce plateau, mais aussi à distance. Et j'ai l'honneur du coup aujourd'hui d'avoir avec moi M. Ramzi Zameli du projet Technoria, Madame Yasmine Manser, OST Tunisie, mais aussi Madame Jihen Fouzaï de l'AUF Tunisie, Monsieur Abdelhaq Ameni Massir de Maroc qui nous a fait une belle présentation tout à l'heure. Et on a aussi avec nous Madame Neila Benslima, la sous-directrice du Bureau de la valorisation de la recherche du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc merci pour votre disponibilité et d'être là tous. Et je vais sans trop tarder commencer donc les discussions autour de cette table ronde qui va traiter aujourd'hui du lancement de la spin-off, des obstacles et des points de vigilance. C'est vraiment le sujet phare de ce bootcamp, de ces doctoriales, étant donné l'importance de cette transition académique entrepreneuriale. Donc toujours dans le même cadre, le transfert donc, des connaissances scientifiques de l'université vers l'industrie favorise a beaucoup d'impact sur l'économie et l'innovation peut être un moteur pour un pays, pour son développement, surtout pour les pays maghrébins en voie de croissance. Mais ce processus, qui peut être au travers de la création d'une spin-off dans la pratique, il n'est pas très utilisé dans ces pays-là et des fois, c'est comme des zones d'ombre gris pour les doctorants qui ont du mal à comprendre tous les mécanismes, le comment, et de mettre ça en pratique donc, à travers leur projet de doctorat et de postdoc. Donc, sans trop tarder, je commence par Monsieur Ramzi. Donc, vous êtes membre fondateur du projet Technoria et vous avez été sûrement confronté donc, à des postures de chercheurs qui cherchaient à développer leur projet entrepreneurial. Mais selon vous, c'est quoi les obstacles les plus souvent rencontrés par ces futurs entrepreneurs? Tout à fait. Merci beaucoup pour cette opportunité-là. Je dois commencer tout d'abord par un overview sur le projet Technoria. Pourquoi Technoria d'ailleurs? Technoria, c'est un projet qui est cofinancé dans le cadre de la commission du programme Innovi, financé par la Commission européenne, auquel sont rattachés des partenaires publics-privés. Our Digital Future comme leader, en partenariat avec l'association tunisienne des technopoles et avec l'appui des deux ministères, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de l'Industrie. Pourquoi Technoria? Technoria, c'est un POC, c'est un Proof of Concept, c'est un projet pilote qui a regroupé justement des partenaires afin de résoudre ou de répondre à cette problématique-là. Comment faire justement pour fluidifier le passage entre une technologie produite au niveau laboratoire, approuvée au niveau d'un laboratoire, TRL4, vers le marché en boostant la création des startups technologiques ou bien des spin-offs. Eh bien, en implémentant les activités du projet, on a bien compris qu'il y a vraiment des verrous. L'écosystème, il existe. Les institutions de support existent, les résultats de recherche existent. D'ailleurs, on est très bien classé par rapport à la qualité des résultats de recherche, mais pas par rapport à l'impact. Mais réellement, il y a trois grandes problématiques qui entravent le processus de valorisation des résultats de recherche dans le cadre du projet Technoria. La première problématique, c'est le manque de sensibilisation par rapport aux chercheurs, aux docteurs, aux détenteurs de technologies produites au niveau de la recherche publique tunisienne, manque de sensibilisation par rapport à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en produisant des résultats de recherche, on n'a pas nécessairement dans l'esprit la possibilité ou bien l'obligation de valoriser ces résultats de recherche-là sur le plan économique. On n'a pas obligatoirement la réflexion, en fait, de mettre en place un projet économique, une start-up, une spin-off ou toute autre forme d'entrepreneuriat. On n'a pas ce réflexe pour pouvoir le faire réellement.
Donc ça, c'est du ressort de la mentalité entrepreneuriale ou du manque de sensibilisation entrepreneuriale chez nos chercheurs. Bien évidemment, il y a beaucoup aussi d'efforts qui a été fait dans ce sens, mais réellement, l'objectif d'un chercheur, c'est faire des résultats de recherche. L'objectif d'un chercheur, ce n'est pas nécessairement de faire de l'impact réel à travers, par exemple, des startups. Ça, c'est un premier niveau aussi de réflexion sur lequel nous avons fait beaucoup d'efforts afin de le résoudre. Et d'ailleurs, à travers un processus d'incubation qui est très bien fait, on a même essayé de mesurer l'impact sur un ensemble de chercheurs. Et on a vu vraiment que s'il y aura de l'impact, s'il y aura du coaching continu, s'il y aura justement de l'assistance continue dans le temps, on peut créer de la valeur, on peut créer un certain passage de mentalité entre un chercheur qui vise à produire des résultats de recherche et un résultat économique. Deuxième niveau, je serai très rapide sur ça, c'est vraiment, il n'y a pas des services professionnalisés pour pouvoir valoriser les résultats de recherche ou bien manager les résultats de recherche. Un chercheur, il fait beaucoup de temps, par exemple, pour pouvoir rédiger un brevet. Or, ce n'est pas son métier. Il n'a pas nécessairement un réflexe pour faire des analyses comparatives sur la technologie qu'il produit. Donc, il doit faire, par exemple, la recherche d'antériorité. Donc, c'est un métier qui devrait être mis à disposition dans l'écosystème auquel il appartient. Il y a également l'autre volet, c'est le prototypage. On n'a pas vraiment des services professionnalisés pour permettre la production des prototypes démonstrables, industrialisables et qui facilitent la négociation avec les investisseurs. Très bien, merci beaucoup. Donc, si je résume bien, c'est sensibilisation, c'est accompagnement, c'est vraiment rodage du process de mise en place de ce transfert technologique et avoir les entités donc autour, les structures d'accompagnement et pour le prototypage, la rédaction des brevets. Donc, c'est tout un écosystème favorable qui se met en place petit à petit, je pense en Tunisie, mais pas que. Et je me retourne là vers Madame Mansel, donc Madame Yasmine. Vous avez géré le programme BRAIN lancé par OST et vous avez aussi co-géré le programme Promise. Donc, plusieurs programmes qui poussent vraiment à la valorisation des travaux des chercheurs tunisiens. Donc, par rapport à cette expérience-là, c'était quoi votre constat? Et si vous avez quelque chose à rajouter par rapport aux propos de M. Zameli? Merci OEP et merci aux équipes Connectinov, à l'UEF et tous les partenaires pour cette belle initiative. Juste pour brièvement présenter OST, donc c'est une structure d'accompagnement des entrepreneurs dans la région MEA qui a essayé aussi d'introduire l'université, les professeurs qui sont un peu trop engagés dans le monde académique et les introduire au monde de l'entrepreneuriat. Donc OST en fait a formé plus de 200 profs universitaires en les introduisant à l'écosystème de l'innovation pour devenir coach. Effectivement, aussi, depuis l'année dernière, a commencé à s'intéresser un peu plus au segment des chercheurs. Alors, on a organisé l'initiative de BRAIN, donc c'est Bridging Research and Innovation. Donc, c'était une initiative financée par l'ambassade des États-Unis en collaboration avec MIT. Et c'était en fait une édition pilote qui cherche à faciliter l'intégration des docteurs à une forme, plutôt faciliter leur accès à une formation multidisciplinaire qui peut plus ou moins résumer le parcours d'un entrepreneur pour donner une idée générale aux chercheurs de quoi il s'agit. Effectivement aussi, on a organisé le projet de Promise. Donc, on a formé 150 docteurs de différentes disciplines en les introduisant aux différents départements clés dans une entreprise. Ils ont eu une idée sur le marketing digital, l'analyse de données, et ça pour avoir une idée concrète de comment ça se passe dans une entreprise. Alors, ce qu'on a pu constater, en fait, tout d'abord, je vais rajouter à ce que M. Hamdi a déjà dit, le problème de sensibilisation est aussi lié à un manque d'inspiration. En fait, les chercheurs n'ont pas un grand accès à des campagnes de communication où ils peuvent vraiment voir des modèles de réussite ou bien des success stories qui ont pu faire ce changement et cette transition du monde de la recherche et de l'académie au monde d'entrepreneuriat.
Donc, le courage et la conviction que c'est possible et que ça vaut vraiment le coup de prendre ce risque-là, parce que c'est pas évident pour les chercheurs de sortir de leur laboratoire et finalement se lancer dans ce nouveau monde. Donc, voilà, il faut un peu de sensibilisation et d'inspiration. Il y a aussi le besoin d'accès au talent. En fait, les chercheurs, ils tendent à être concentrés sur leur formation académique, donc ils n'ont pas vraiment une idée concrète de comment faire un plan de marketing, comment rendre leur projet attirant par rapport aux investisseurs, par rapport aux clients potentiels. Donc, il y a un grand besoin d'ouverture sur une communauté de talents, donc peut-être des événements de networking avec d'autres universités, de différentes disciplines complémentaires. Et aussi, on a constaté un autre besoin qui est l'accès au financement. En fait, pour les projets scientifiques, c'est un peu plus difficile de prouver leur faisabilité, de prouver que ça vaut vraiment les investissements demandés. C'est beaucoup plus difficile que les projets peut-être de solutions digitales. Donc, ça nécessite un peu plus de suivi, un peu plus d'efforts de la part des structures d'accompagnement et aussi une ouverture d'esprit de la part des investisseurs. Et aussi, je pense, pour clôturer, l'ouverture à l'international. Je pense que les docteurs, ils ont accès déjà à des conférences à l'échelle internationale, mais c'est toujours limité à leur spécialité académique. Donc, il faut plus organiser des événements de ceux qui travaillent sur la thématique de l'entrepreneuriat, mais qui renforcent l'ouverture régionale et globale. C'est pourquoi on a organisé plusieurs initiatives avec MIT et c'est ce qu'on tente de faire aussi dans le futur. Et voilà, donc peut-être au fait si vous voulez résumer, mais c'est l'accès à la culture. D'accord. Alors, c'est l'inspiration, l'accès au talent, l'accès à une formation multidisciplinaire et l'ouverture internationale. Voilà. Très bien résumé, et en plus ça rejoint tout ce qui a été dit juste avant. Je pense qu'on partage tous le même point de vue par rapport à cette transition académique entrepreneuriale. Même par mon vécu, je l'ai vécu et c'était pas ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie, hein, c'était à l'étranger. Je pense que c'est un peu pareil partout. Après, des difficultés, peut-être il y en a un peu plus dans certains pays. Et là, je me tourne du coup vers Monsieur Arameni pour voir si ça se passe pareil au Maroc, si les difficultés, les obstacles sont les mêmes, si en fait c'est un constat général qu'on retrouvera en Algérie, au Maroc, en Tunisie, un peu partout. Comment ça se passe au Maroc alors? Est-ce que c'est les mêmes constats, s'il vous plaît? Merci. Alors, je n'oserais pas dire que c'est les mêmes parce que je n'ai pas vécu ni en Tunisie ni en Algérie, mais je pense qu'aujourd'hui, le monde de l'entrepreneuriat, on a les mêmes, on dirait, je dirais les mêmes challenges, c'est les mêmes parce qu'on a la même culture, etc. Maintenant, ce qui est important, peut-être je vais partager avec vous notre expérience. Alors, nous sommes un institut de recherche, donc on travaille de la même façon qu'une université, sauf que nous, on est organisé comme une entreprise. Donc, on a cette facilité de prise de décision en interne. Et ça, c'est un facteur très important parce que dans le domaine de la recherche, ce qui est nouveau aujourd'hui peut ne pas l'être demain. Et donc, le temps, il est très important. Et donc, ce processus de décision, il est très important. D'ailleurs, ce qui nous facilite un peu la vie, c'est qu'on peut prendre la décision peut-être en 24 heures, ou parfois même plus. Donc, à Massel, on a deux choses très importantes. On a l'Institut qui est quand même une fondation à but non lucratif, donc il fait de la recherche, il développe, etc. Il crée de la propriété intellectuelle. Mais on a créé en parallèle depuis 2016, on a pensé au processus de valorisation. Et donc, on a créé une structure qui s'appelle Massel Valor, dont je suis le directeur de la valorisation. Donc, cette structure, c'est une entreprise. Et donc, sa mission, c'est de prendre des projets pour lesquels il y a quand même une proof of concept laboratoire. Donc, on est au TRL 3-4. Et puis, on les prend sur une base d'une étude économique. Et après ça, on va passer par un processus en deux étapes. Il y a de l'incubation pour un petit peu créer de l'intérêt sur le plan de structurer le. Vous n'arrivez pas à entendre? Allô? Moi, je vous entends. Oui, mais nous, on a du mal à vous entendre, c'est des soucis de live, c'est normal.
avec une connexion Est-ce que je, stable. est-ce que je, est-ce que je, est-ce que je peux couper le caméra si ça vous dérange Oui, pas? on va essayer à faire ça. On va essayer sans la caméra pour améliorer. Maintenant? Oui, allez-y. Très bien. Donc, rapidement, donc, on a créé la structure Master Valor qui nous a permis quand même de cadrer le processus de valorisation. C'est très important ça parce que de toute façon, lorsqu'on parle de processus de valorisation, il y a quand même de l'investissement. Et donc, la décision d'investir dans un processus d'accélération industrielle, c'est une décision qui émane quand même d'un comité, donc on parle d'un comité d'investissement. Donc aujourd'hui, nous, on fait deux étapes. On fait de l'incubation sur un processus quand même large. On peut recevoir jusqu'à une quinzaine de projets. Mais on fait de l'accélération industrielle. Donc, on a un plateau qui nous permet quand même d'accueillir un certain nombre de startups. Et on peut investir dans le pilotage. Et dans mon collègue qui a parlé en premier, donc, il a parlé de cette difficulté du proof of concept, c'est-à-dire les industriels, les investisseurs, ils ne vont jamais investir s'ils n'ont pas convaincu de la faisabilité. Et dans le domaine de la deep tech, c'est très compliqué et Mme Yasmine il l'a évoqué. Et donc, nous, on est dans cette logique parce qu'on a de la biotech, on a des matériaux, etc. Ce n'est pas comme le digital. Donc, il faut vraiment créer des choses industrielles. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On est sur des success stories qui sont très importantes. Alors, le premier cas, c'est Moldiac. C'est une startup qui fait le diagnostic moléculaire, donc tout ce qui est kit de diagnostic. Aujourd'hui, il a quand même pu livrer au ministère de la Santé marocain plus de 4 millions de tests pour le Covid. D'accord? On a même fait des livraisons en Afrique pour le Rwanda et même en Tunisie. Donc, mes collègues tunisiens, on a fait des livraisons chez vous. Très bien. Donc ça montre aussi qu'avec de l'agilité, on peut quand même créer de la valeur sur des projets parce que la biotech, c'est un domaine très, très porteur, hein. Donc, on a une start-up sur 100 mètres carrés. On peut générer aujourd'hui, on a généré 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est juste pour vous donner un peu l'idée sur les projets sur lesquels on travaille. On est sur d'autres projets, mais on est sur des tickets d'investissement qui passent de 1 million de dirhams jusqu'à 3 millions de dirhams qui sont quand même pris en charge par la structure Master Valor. Mais ce qui est important, nous, on crée de la valeur sur les projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si j'investis 1 million, 2 millions, j'ai une visibilité sur 2, 3 ans pour que je puisse faire des sessions de cette start-up à une valeur plus importante. Très bien. Ben, Et voilà. Mais je pense que oui, c'est... juste un dernier point. Allez-y. Juste un dernier point. Les difficultés, et il y en a pas mal, hein. C'est les mêmes, hein. C'est les difficultés réglementaires, les barrières à l'entrée. Vous savez, dans le domaine médical, c'est très, très compliqué, hein. Pour avoir une AMM, c'est la bataille. Et donc, c'est ce qui pose problème. Donc, il faut prendre conscience de l'ampleur de tout ce qui est challenge, mais il ne faut pas baisser les bras. Il y a toujours des solutions et le partage d'expérience, il est très important. Est doté d'une direction générale chargée de la valorisation de la recherche. Cette direction générale offre beaucoup de services en faveur des chercheurs, entrepreneurs. En plus, on a un cadre juridique qui cadre un peu le transfert technologique et facilite la procédure et la mobilité des chercheurs vers le monde socio-économique et pour monter leur projet économique. Donc la loi tunisienne réglemente le cadre de la mobilité des chercheurs. La loi d'orientation parle de l'obligation de l'établissement public de céder le brevet aux chercheurs qui demandent l'exploitation de ce brevet pour monter son propre projet économique. Est-ce une licence exclusive? La loi ne définit pas. D'accord. Donc, c'est à négocier. Tout est négociable. Donc, la licence, que ce soit exclusive, non exclusive, cession, mais la loi oblige l'établissement public de céder ou de renoncer à son droit d'exploitation si l'agent public demande l'exploitation de son brevet. Et est-ce que les universitaires sont conscients de ça? C'est ça, en fait. J'ai l'impression que Malgré l'information, voilà, elle passe pas, hein. Il y a certains chercheurs qui savent
qui connaissent cette loi. Mais la majorité des chercheurs ne savent pas les avantages que leur offre cette loi. Donc, aussi, la loi tunisienne prévoit le partage des produits d'exploitation du brevet avec le chercheur, même si c'est lui qui exploite le brevet. Donc, il a un retour sur investissement. Il paye la licence d'exploitation et il a une quote-part de ses revenus. Donc, la loi tunisienne aussi prévoit, on a promulgué la loi des startups, donc en 2018, qui encourage la création des startups à partir des résultats de recherche. Il y a beaucoup d'avantages énoncés, mais on a confronté à beaucoup de problèmes qui se posent lorsque il y a pluralité d'inventeurs, chercheurs publics. Donc, est-ce qu'ils seront actionnaires dans cette start-up? Est-ce que la loi leur oblige d'être actionnaires? Comment négocier? On n'a pas de négociation de la licence ou de la cession. Est-ce que c'est exclusif, n'est pas exclusif? La période dans laquelle ils demandent cette licence. Donc, beaucoup de problèmes. On n'a pas les pratiques, les bonnes pratiques en ce sens, comme on n'a pas les techniques, ni le chercheur, ni le responsable de l'établissement. Donc ça reste un tout petit peu flou et du coup déjà, oui, eux, ils ne sont pas conscients de ces différentes parties. Et en plus, quand il y a un peu d'hésitation, un cadre pas très clair, là, ça fait peur en fait. Ça fait peur, oui. Donc, est-ce que c'est l'INEAS qui devrait mettre un cadre réglementaire autour de ça? En fait, le ministère et la DGVR en particulier, on travaille maintenant avec les responsables de valorisation dans les unités de valorisation ou les responsables du but, avec la collaboration des chercheurs entrepreneurs, à mettre des lignes directrices, au moins des lignes directrices ou de bonnes pratiques dans le domaine de transfert et comment résoudre quelques problèmes que ces chercheurs ont confrontés. Très bien, donc il y a la sensibilisation, il y a faire valoir du coup cette importance et le retour sur investissement en fin de compte, mais il y a surtout peut-être faire plus d'événements pour leur en parler et essayer de pousser pour un cadre plus clair pour qu'ils aient moins peur parce que c'est nouveau, ça va prendre du temps et ça va devenir quelque chose de normal et de systématique, j'espère, dans pas très longtemps. Madame Jihen, l'AUF participe activement à la valorisation des travaux de recherche au travers notamment des formations, des formateurs, d'actions d'encouragement, de l'entrepreneuriat au sein des milieux universitaires, donc toutes des actions qui visent à valoriser du coup ce qui se passe au sein de ces universités-là. Quel axe nos doctorants présents avec nous doivent-ils travailler? Sur quoi devraient-ils vraiment se focaliser dans ce cadre? Justement, donc l'AUF est consciente de tout ce qui est évolution du marché du travail et la nécessité de recadrer un peu ou d'aider un peu les partenaires universitaires afin qu'ils puissent accompagner les chercheurs pour valoriser leurs travaux de recherche et se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, à travers plusieurs mécanismes intégrés dans une approche systémique, l'AUF est en train d'agir sur plusieurs niveaux, à la fois sur le niveau institutionnel en accompagnant certaines universités membres de l'AUF pour la mise en œuvre de leur propre incubateur. Je cite l'exemple du projet Saphir, qui est un projet financé par l'Union européenne, qui est mené dans les 7 pays dans la région MENA. À travers ce projet-là, donc l'AUF a accompagné une dizaine d'universités dans la région Afrique du Nord. Pour la Tunisie, mine de rien, sur les deux
2 années dernières, donc on avait accompagné 3 universités tunisiennes, 3 universités algériennes et 3 universités marocaines à mettre en place leur incubateur universitaire. Donc ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, donc l'Agence universitaire de la francophonie, elle est en train de mettre en place un réseau des centres d'employabilité francophones partout dans le monde, où il y aurait des services qui vont être accordés aux étudiants, mais aussi aux chercheurs, pour les former, pour les accompagner, pour leur apporter une valeur ajoutée, pour expliquer un peu tous ces processus d'entrepreneuriat et donc pour aussi encourager leur employabilité. Donc l'AUF aussi est en train de travailler sur la formation de formateurs. Donc on a des programmes pour la formation des formateurs sur tout ce qui est donc l'entrepreneuriat, les propriétés intellectuelles, la valorisation de la recherche, le développement de soft skills. Voilà, donc on assure la formation des formateurs qui, eux, de leur côté aussi, ils vont après étendre ces formations, ils vont les déployer auprès de leur université et de leurs étudiants. Donc ça va être des formations en cascade. Nous agissons également sur le plan des étudiants. Et là, je parle spécifiquement des doctorants à travers plusieurs mécanismes. On leur offre des programmes de mobilité afin qu'ils puissent se déplacer dans des laboratoires internationaux, pour qu'ils puissent voir d'autres expériences, travailler dans des équipes pluridisciplinaires. Nous travaillons également avec les doctorants dans le cadre de notre programme, ce programme des doctoriales, aujourd'hui qui réunit une trentaine de doctorants avec des profils complémentaires, pluridisciplinaires, pour mettre en place dans le cadre de ce bootcamp leur idée de start-up ou de spin-off, une série de formations que nous offrons à nos universités membres et qui sont ouverts et qui sont accessibles aux doctorants. Voilà, donc ça c'est sur le plan institutionnel, mais nous accompagnons aussi les doctorants eux-mêmes à travers une panoplie d'ateliers de formation, notamment sur la partie soft skills, mais aussi sur les parties techniques, scientifiques, mais aussi sur les parties transversales, valorisation de la recherche, rédaction d'articles scientifiques, techniques de communication, les aspects juridiques. Voilà, donc nous essayons avec une approche systémique de varier nos axes d'intervention afin d'aider au mieux donc nos chercheurs, nos doctorants, nos universités, mais aussi les encadrants des doctorants avec des programmes ciblés pour leur aussi sensibiliser et former sur les approches en lien avec la valorisation de la recherche. Le projet Entreprendre qui est actuellement en cours de se mettre en place, c'est un projet qui est en train de promouvoir un peu le statut étudiant-entrepreneur en Afrique. Donc c'est un statut particulier qui a été lancé dans le cadre du projet Salem, en Tunisie et au Maroc comme pays pilote, mais actuellement il est en train de s'étendre. C'est un programme, c'est un statut qui permet aux étudiants de bénéficier de certains avantages pour qu'ils puissent monter leur propre boîte avec un accompagnement, un coaching professionnel. Nous mettons des équipes au service de ces étudiants-là, mais aussi nous accompagnons les universités afin qu'ils puissent s'approprier ces statuts étudiants-entrepreneurs et pour qu'ils puissent aussi mettre en place le pôle étudiant-entrepreneur au sein des universités. Très bien, en fait c'est un travail monumental que l'AUF essaye de faire et qui met en place. Et je pense que nos doctorants et nos chercheurs ont besoin de ce soutien-là réellement, parce que des fois ils ignorent l'importance de ce qu'ils ont entre les mains. C'est un article scientifique, c'est important, mais le valoriser, c'est encore plus, et pour la société, pour leur pays, mais aussi par rapport à leur université et par rapport à eux-mêmes, tout ce travail impliqué. Et là, je vais refaire un dernier tour de table, donc rapidement, sans trop tarder, pour respecter le timing, et je redonne la parole en 1-2 minutes, donc Monsieur Zameli. Les points de vigilance, selon vous, à souligner pour nos doctorants qui essayent de faire cette transition-là, c'est quoi qu'ils doivent réellement prendre en considération maintenant qu'ils se lancent dans cette transition? 2 axes à prendre en considération. Le premier axe, c'est la posture du chercheur lui-même. Est-ce qu'il est prêt à entreprendre ou il n'est pas prêt à entreprendre? Ça, c'est un métier, c'est une posture entrepreneuriale sur laquelle il doit être vraiment vigilant.
Le deuxième axe, c'est la posture technologique. C'est-à-dire qu'il y a un autre process qui devrait être lancé parallèlement avec la posture entrepreneuriale et qui est la maturation technologique. Si on a un résultat de recherche qui est approuvé au niveau de laboratoire, ça ne veut pas dire que ce résultat de recherche ou bien cette technologie-là, elle est prête à passer au marché. Il y a tout un parcours à mener pour pouvoir maturer cette technologie-là, pour pouvoir faire la démonstration réelle sur le milieu le plus proche, faire des démonstrations commerciales, etc., etc. Donc on parle ici de la notion de TRL. Ça, c'est très important. Il y a également un autre point, donc si on prend quelques détails, la stratégie IP. Donc, pour faire ce passage, pour assurer ce passage, il faut bien évidemment mettre l'accent sur la nécessité de protéger, pas uniquement protéger à travers un brevet ou à travers autre chose, mais réellement faire la valorisation de ce que nous sommes en train de produire, de ce que nous sommes en train de protéger. Et ça nécessite justement d'être le plus proche possible des prestataires de services professionnalisés dans ce sens et agréés bien évidemment, pour pouvoir faire de la stratégie IP, pour pouvoir faire des bonnes recherches d'antériorité afin d'avoir un cadre comparatif par rapport aux technologies qui existent, non pas seulement au niveau local, mais aussi au niveau international, pour faire également ce qu'on appelle la monétisation du portefeuille brevet ou du portefeuille immatériel sur lequel nous sommes rattachés. C'est ce qu'on appelle vraiment la valorisation. Donc il y a tout un travail à faire dans ce sens-là. Il ne faut pas justement le négliger. Juste pour finir, dans le cadre du projet Technoria, nous avons essayé bien évidemment de produire une méthodologie pratique d'accompagnement de résultats de recherche pour être entrepreneur et pour passer au marché. Et là, nous venons de pratiquement finaliser les dernières étapes de mise en place d'un service professionnalisé pour le management de la propriété intellectuelle et pour la valorisation de la propriété intellectuelle qui sera mis à disposition de nos chercheurs et de nos inventeurs en général afin de faciliter en fait l'accès à des sources d'appui qui est proche. Très bien, parfait. Donc, pour les chercheurs tunisiens, donc suivez ce qui se passe. Hein. Donc, il y a des structures qui se mettent en place, des incubateurs. Donc, il y a OST ici avec nous, il y a le projet Technoria. Pour tout ce qui est santé, health tech, il y a nous Connectinov. Donc, ça aussi, c'est la curiosité, c'est de s'ouvrir sur ce monde entrepreneurial pour demander conseil. Parce que, comme disait M. Alam, il faut être prêt. Et il y a un bon moment et pour ça, il faut suivre ce qui se passe et les conseils et les nouveautés. Mais pareil, donc pour le Maroc, M. Armeni, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des leviers pour cette transition? C'est quoi les mécanismes qui accompagnent la création des spin-offs au Maroc? Très bien, désolé, je vais quand même éliminer le caméra pour avoir plus de débit. Alors très rapidement, moi je rejoins les collègues. De toute façon, ce qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneur lui-même, c'est le chercheur. D'accord? La technologie, on peut la maîtriser comme on veut, mais c'est un état d'esprit. Et donc l'entrepreneuriat, c'est-à-dire je parle de la start-up, il y a deux phases. Il y a une phase où on a besoin du scientifique, c'est-à-dire on a besoin du scientifique pour performer, pour mettre en place le produit, ou la solution. Mais à un certain moment, la création de la richesse, ne se passe pas uniquement par la technologie, c'est toute l'approche marché. Et donc les doctorants ou bien les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs, il faut qu'il y ait cet état d'esprit, c'est-à-dire de partager et de s'associer avec les bonnes personnes. Il ne faut pas hésiter à s'associer avec des personnes qui ont cette capacité, hein, parce qu'en général, on a eu l'expérience ici au Maroc. Ce n'est pas tous les chercheurs qui ont un état d'esprit d'entrepreneur. Donc, parfois, je préfère en tant que chercheur de rester dans ma fonction principale. D'ailleurs, nos startups aujourd'hui, comment on fait? On propose aux chercheurs deux possibilités. Soit c'est eux les porteurs, donc c'est eux les CEO, ils peuvent aussi aient cette capacité de porter le projet sur le plan business, mais s'ils ne sont pas capables, on leur propose ce qu'on appelle un scientific chief officer. Et donc, ils restent uniquement dans le support scientifique et technologique. C'est très bien de savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le deuxième point, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat, il a été en quelque sorte assez boosté par pas mal d'événements. Et donc, comme en Tunisie, au Maroc, on a pas mal de programmes, on a pas mal de sources de financement. Et donc, il faut être très vigilant d'être exposé à ce monde. Hein. Donc, il faut pitcher partout, il faut pitcher au maximum
Parce que c'est là où vous allez performer, c'est-à-dire là où vous allez corriger vos lacunes, vous allez être mesuré par des experts et là vous allez quand même dénicher des opportunités d'investissement. Donc il ne faut pas hésiter à pitcher et associer. Donc il y a deux phénomènes, c'est-à-dire il faut structurer le projet sur deux choses. Il faut avoir la bonne équipe qui peut défendre le projet et il faut aller pitcher le maximum possible. Je pense que les opportunités, il y en a par dizaines, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc oui, je partage complètement votre avis. On peut faire partie d'une aventure entrepreneuriale sans forcément être nous-mêmes le porteur du projet, mais le conseiller scientifique. Donc c'est notre projet, donc ce qu'on appelle CSO dans une start-up, parce que le poste de CIO, c'est pas une obligation, même si le projet est le nôtre. Le tout, c'est de valoriser ces travaux de recherche. Donc après, la position dans la spin-off, c'est un détail. Le tout, c'est de valoriser ça. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, d'être donc à l'affût de tout ce qui se passe et savoir pitcher. Nos doctorants, pendant ce bootcamp, ils pitchent tout le temps. Hein, de tous les jours, ils pitchent devant 4 mentors, donc 12 mentors en tout, des experts du domaine. Mais il faut aussi savoir pitcher la partie donc qu'on doit protéger et celle qu'on doit divulguer. C'est vraiment, c'est super important d'apprendre à donner le minimum et donner envie d'en savoir plus. Et un NDA se met en place par la suite et plusieurs négociations. Madame Benslim, y a-t-il des dispositifs similaires par rapport, en fait, c'est par rapport à ce que disait Monsieur Rameigne au Maroc. Donc, c'est vraiment, il conseille deux choses, donc principalement, donc par rapport à notre système universitaire tunisien, comment ils peuvent démarrer dans cette aventure entrepreneuriale, les doctorants? Dans une première étape, de passer du laboratoire au pitch, il faut protéger. Mon premier conseil, il faut protéger vos idées avant de divulguer, que ce soit par une demande de brevet, que ce soit par le droit d'auteur, que ce soit par une marque, que ce soit par un design. Il faut protéger pour passer au marché avec des conditions de confort. Donc, le ministère de l'Enseignement supérieur, la DGVR, offre le service aux étudiants, aux chercheurs, service d'accompagnement à la rédaction des brevets, service d'accompagnement à la protection. Déjà, la DGVR est le mandataire officiel des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique vis-à-vis auprès de l'INORPI. Donc, le ministère prend en charge tous les frais de dépôt des demandes de brevets. Donc, on assiste les chercheurs à protéger à rédiger leur demande de brevet et on prend en charge les frais de dépôt ainsi que le maintien en vigueur de ce brevet pendant les 4 premières années. Donc, soyez confidentiels. Comme vous l'avez dit, il faut savoir qu'est-ce qu'on divulgue, qu'est-ce qu'on ne divulgue pas, pour ne pas avoir ces idées piquées et pour ne pas avoir des mauvaises surprises derrière. Surprises, oui. Moi, j'en ai eu Oui, pendant c'est ma ça. thèse, en fait. Donc, mais perdre son monopole sur cette idée. Non, c'est sûr. En fait, c'est ça. C'est pour ça. Je pense que c'est une formation continue pour les. Ça doit être intégré au sein de la formation master, doctorat, la préparation. Comment présenter son projet tout en le protégeant. Parce que c'est important d'aller dans des colloques, des congrès, c'est impératif en fait dans le cadre d'une thèse de présenter des posters, des présentations orales, mais en même temps qu'est-ce qu'on présente, qu'est-ce qu'on ne présente pas, qu'est-ce qu'on valorise, qu'est-ce qu'on ne valorise pas, est-ce que tout ce qu'on a est valorisable dans le cadre d'un brevet, d'un projet entrepreneurial. En fait, c'est ça, je pense qu'il est super important d'être inclus déjà dans le cadre universitaire pour nos doctorants. Donc, Madame Manser, donc Yasmine, les conseils, on est toujours à l'affût des conseils. Vous qui avez vu énormément de doctorants, donc dans le cadre de plusieurs programmes, des étudiants avec leurs projets,
C'est quoi les quelques clés pour la réussite, mais aussi les skills, parce que on est bon, on est des chercheurs, on est bon dans notre spécialité, mais des fois il nous manque certaines compétences qu'on doit acquérir au fur et à mesure pour valoriser ce qu'on a entre les mains. Oui. Alors en fait, en travaillant avec plusieurs chercheurs, on a constaté que les chercheurs ont vraiment une personnalité exceptionnelle. Ils ont vraiment des compétences clés, la patience, la flexibilité. Ils peuvent vraiment endurer les difficultés que les entrepreneurs peuvent rencontrer durant leur parcours. Par contre, il faut chercher à compléter ces compétences-là en ayant une ouverture d'esprit pour bien se présenter, tout d'abord. Et là, par exemple, quand on a organisé, OST a organisé l'initiative de Promise, en fait, on a dédié plusieurs sessions de développement personnel juste pour aider les docteurs à se présenter. Et là, avant de se présenter, de même avoir des réflexions personnelles. Comment je m'identifie? Quelles sont mes compétences clés? Qu'est-ce que je veux vraiment renforcer et où je veux aller? Donc, il faut avoir le temps et l'ouverture d'esprit pour faire une réflexion honnête. Et puis, il faut aussi pratiquer. Donc, même, bon, je ne peux pas dire le cliché de faire l'exercice devant le miroir, mais il faut interagir avec plusieurs personnes de l'écosystème. Vous avez déjà mentionné que les chercheurs, ils participent tout le temps dans des congrès et des événements, mais les événements, les événements business, ça peut être un peu différent. Donc, je pense que ce sera toujours utile d'essayer de participer à différents événements de l'écosystème d'innovation. Donc là, il faut être curieux, il faut chercher. Donc, tout simplement, vous pouvez juste suivre les réseaux sociaux de toutes les structures là qui sont présentes avec nous. Les initiatives, on peut déjà constater aujourd'hui qu'il y a plusieurs initiatives qui s'organisent au profit des chercheurs. Donc, il faut que de leur côté, il faut être curieux, il faut suivre les nouveautés. Et aussi, il faut toujours avoir le courage de demander les questions, de demander les contacts aussi. Donc, je pense que vraiment, aujourd'hui, il y a plusieurs opportunités pour les chercheurs. On croit vraiment dans le grand potentiel de ce segment-là. Par contre, il faut qu'eux-mêmes, qu'ils ont l'envie nécessaire pour entamer cette aventure et ils vont sûrement trouver le support nécessaire pour le faire. Très bien. Donc, il y a la sensibilisation du départ pour se lancer dans les aventures entrepreneuriales, mais il y a aussi les pousser à être encore plus curieux et le network. Parce que, comme vous avez dit, donc, participer à des événements académiques, c'est bien, mais ça ne nous sort pas de notre zone de confort et ça ne nous aide pas, du coup, à voir comment ça se passe ailleurs. Donc, peut-être mélanger les événements académiques et entrepreneuriaux pour leur donner l'occasion de voir comment ça se passe et leur donner le goût d'aller vers ce monde-là et les skills nécessaires, donc les compétences nécessaires. Donc pour clôturer cette table, ça passe vite le temps quand le sujet il est intéressant. Et là, je me retourne vers Madame Fouzaï, donc par rapport à l'AUF qui contribue énormément à dépasser ces obstacles-là pour les doctorants. Y a-t-il des choses qui sont en cours, qui vont venir? C'est quoi la philosophie de maintenant qui va être mise en place et que maintenant, j'invite les doctorants toujours à suivre ce que la UFL met en place parce que c'est aussi un moteur derrière les doctorants et les chercheurs. Merci. Donc justement, moi je rejoins tous les collègues qui étaient là. Donc c'est important pour nous à l'AUF de nouer des relations entre le milieu universitaire et le milieu socio-économique. Il y a des ponts qui se tissent, il y a des opportunités qui sont là, qu'on offre à nos doctorants. Donc ces doctorales de l'entrepreneuriat, donc ils vont être lancés Inch'Allah l'année prochaine. Donc et il y aura aussi d'autres cycles de formation orientés vers les doctorants. N'hésitez pas, il faut postuler, il y a des possibilités de mobilité, il y a des programmes de bourse, il faut y aller, hein, il faut avoir cette ouverture d'esprit, il faut développer ses compétences
scientifiques, mais aussi ses compétences personnelles. Il faut être là, il faut être à l'affût, il faut faire de la veille, il faut profiter de tous les événements offerts par l'AUF ou par nos partenaires ou par d'autres structures. Donc voilà, c'est très important pour vous et pour nous, l'AUF. Donc l'objectif, c'est de voir un peu la concrétisation de la création d'entreprises et de la création de la valeur. Il faut passer de la création du savoir à la création de valeur. C'est important, la création de savoir, mais il faut aussi penser à des projets à impact, parce qu'il y a plein d'attentes, il y a plein de besoins sur le marché du travail. Et je pense aux doctorants et aux écoles doctorales aujourd'hui, donc de revoir un peu les programmes de formation. Et nous, en tant que structure, on est là pour appuyer et les doctorants, mais aussi et les écoles doctorales et les établissements universitaires. Merci beaucoup, merci chers panélistes. Ce fut un plaisir de vous avoir autour de cette table ronde et du coup, message important à nos doctorants présents avec nous pour ce bootcamp, mais aussi à tous les doctorants maghrébins. L'ouverture d'esprit, la curiosité, ne pas se contenter juste du cadre académique de sa thèse. Donc, se préparer au monde socio-économique, c'est des étapes à franchir. Hein. C'est comme le TRL pour un projet. Il y a un propre TRL interne de la personne pour le développement personnel et le développement de compétences entrepreneuriales. Donc, suivez les pages de nos partenaires, de l'AUF, de toutes les structures d'accompagnement universitaires et privées. C'est très important que vous faites la veille de tout cela. Merci beaucoup et on va enchaîner donc notre programme avec un témoignage d'une start-up d'une spin-off tunisienne, mais aussi une autre table ronde autour du modèle économique et du financement. Merci à tous et à très vite.